Bonjour tout le monde. Donc, je suis content de vous voir ici. Donc, il y en a de mes anciens étudiants aussi, je vois. Euh, Mon nom est Octave Cornéa. Je suis le directeur du Centre de recherche mathématique, centre qui organise cette édition inaugurale de l'école Langlands. Notre deux conférenciers ne sont pas encore, je crois, connectés, mais ils vont arriver. Ah, voilà, Yoshua vient juste de nous joindre. Salut, Yoshua. Bonjour. Donc, le CRM est un des plus réputés instituts de recherche au monde en sciences mathématiques et il organise chaque année de nombreux programmes de recherche. Et nous avons aussi une importante composante de formation ainsi que des activités de vulgarisation des mathématiques. Et c'est un plaisir de lancer aujourd'hui cette école qui est rendue possible par le fonds de dotation de Robert Langlands. Le professeur Langlands est un des plus proéminents chercheurs de mathématiques modernes et il est aussi un ami de longue date du CRM. Donc, maintenant, pour introduire les conférenciers, je passe le bâton à Jean-Philippe Lessard, qui a mis en place cette école pour le CRM. Et je lui remercie pour cet effort et donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Octave. Tout d'abord, je tiens à remercier nos deux conférenciers. Dans cette période un peu difficile, c'est toujours un défi de trouver du temps et de la motivation pour participer à des activités comme ça en ligne. La version originale devait avoir lieu l'an passé et on devait avoir 8 conférenciers, bien sûr, il y a 2 ans sur place. Et bon, comme on sait tous, ça a été chamboulé, tout ça. Donc, on a quand même décidé de lancer l'activité et on a choisi 2 de nos vedettes montréalaises, donc Yoshua Bengio, que je vais présenter sous peu, et Dimitris Kokolopoulos, un jeune mathématicien qui travaille également à l'Université de Montréal. Donc, sans plus attendre, je vais présenter notre premier conférencier. C'est très bien. Et là, bon, en fait, j'ai réalisé qu'on est 7 minutes à l'avance. Donc, bon. Si le monde est là, moi, ça ne me dérange pas d'utiliser le temps. Oui. Peut-être qu'il y en a qui vont arriver à l'heure. Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Oui, j'ai l'impression que dans ce mode virtuel, souvent, les gens arrivent souvent très, très, très à l'heure. C'est très… ça devrait peut-être au moins 2-3 minutes. Moi, j'ai une proposition dans les minutes qui restent. Je vais parler d'apprentissage automatique, évidemment, c'est mon sujet. Normalement, les gens posent des questions après les exposés, mais s'il y en a qui sont, j'imagine, plusieurs d'entre vous ont déjà été exposés à ce sujet. S'il y en a qui ont envie de me poser des questions, ça me fera plaisir d'y répondre dans les 6 minutes qui nous restent. Je ne vais pas prendre la place des autres, mais ça fait quoi de gagner le prix Turing? Ce genre de questions-là. C'est sûr que sur le coup, c'est émotionnant et ça fait du bien, mais ça passe assez vite. Et surtout, moi, ça m'a fait ressentir l'importance, comment dire, l'injustice des prix, parce que c'est jamais une personne toute seule, même si on était 3 sur ce prix-là. C'est des décennies d'efforts avec des centaines de collaborateurs, d'étudiants gradués, etc., qui ont participé au développement du domaine de l'apprentissage profond pour lequel on a reçu le prix. Et donc, c'est ça. Mais c'est sûr que ça ouvre des portes et que ça aide à la visibilité. En même temps, ça vient reconnaître une visibilité qui était déjà là. Donc, c'est agréable. En même temps, vous avez commencé ce type de recherche bien avant que ce soit devenu aussi gros. Justement, oui, c'est ça. Ça fait partie du mérite, quelque part, d'avoir persisté alors que ce n'était pas du tout populaire pendant une quinzaine d'années à peu près.
Oui, puis ça, c'est parce que nous, les plus jeunes profs, des fois, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on devrait continuer dans la direction qui nous intéresse, dans laquelle on a travaillé depuis plusieurs années, parce qu'il y a il y a souvent des nouvelles tendances. Et bon, moi, je me. Ouais, 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 ouais. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes? Parce qu'il reste quand même que les plus jeunes profs, des fois, on se dit, bon, est-ce qu'on devrait aller dans cette direction-là? Est-ce que je devrais m'entêter? Il y a cette question-là, parce que j'imagine que justement, si on est dans un domaine, puis d'un coup sec, le domaine explose, bien là, on est dans les as sont alignés pour nous. Ouais. On est chanceux. Il y en a plein d'autres qui continuent ou qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que je fais. Ben, je pense qu'il y a une réponse individuelle à la question, puis il y a une réponse collective. Puis c'est intéressant de regarder la réponse collective avant. La réponse collective, c'est que la recherche, pour fonctionner, être efficace, a besoin d'exploration dans beaucoup de directions. Fait que là, tu me vois venir, c'est que oui, il faut persister, même si les probabilités de gagner le prochain prix X pour une personne en particulier sont nécessairement faibles. Mais évidemment, il ne faut pas faire ça n'importe comment parce que l'intuition scientifique qu'une direction est intéressante, c'est ce qui nous a maintenus, puis bon, c'est important, mais il faut aussi être rationnel, là, puis des fois, les arguments de ceux qui ne croient pas à notre direction ou les résultats expérimentaux, dans notre cas, ça joue beaucoup, les résultats expérimentaux, il faut en tenir compte. Donc, il y a comme un juste équilibre entre notre intuition scientifique, ça vaut la peine de pousser, et la réalité objective qui est connue ou les arguments qui sont mis sur la table. Et puis, il y a aussi un élément de confiance en soi là-dedans. Parce que souvent, les gens, surtout des jeunes, mais pas nécessairement, vont abandonner une idée, une direction auquel ils croient par manque de confiance en soi. Si quelqu'un leur dit « Ah, c'est pas bon, ça ne marchera pas », bon, ça suffit pour les faire qu'ils ne vont pas pousser. Donc, il ne faut pas se laisser abattre par des faux arguments qui sont simplement l'intuition de quelqu'un d'autre, l'autorité morale de quelqu'un d'autre, etc. Donc, il faut écouter ce qui nous propulse, parce que ça nous motive aussi, etc. Puis s'il y a une possibilité que ça débouche vraiment et qu'on y croit, ben, puis on ne voit pas de vrais arguments contre, il faut y aller. C'est ça la recherche. Oui. Oui, oui, absolument. Bon, mais sur ces sages paroles, je crois que ce serait peut-être le temps de commencer, 8h58. On pourrait continuer par la suite. Et bien Avec sûr, plaisir. on invitera les étudiants également à se joindre aux discussions, à poser des questions. Bon, c'est certain que ça va être plus naturel peut-être de poser des questions à la suite de l'exposé de professeur Bengio. Donc, bonjour à tous. On est au début de cette première école Langlands du Centre de recherche mathématique, et notre premier conférencier aujourd'hui est Yoshua Bengio, professeur titulaire à l'Université de Montréal depuis 2002. Professeur Bengio est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Il est une figure de proue de l'apprentissage profond, sujet sur lequel il va présenter plusieurs facettes aujourd'hui. Et en 1993, le professeur Bengio a fondé l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le fameux MILA, dont il est aujourd'hui le directeur scientifique. Ses travaux lui ont valu de nombreuses distinctions. Entre autres, en 2017, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada, et en 2020, il a été membre de la Royal Society of London. Il a gagné le très prestigieux prix Turing en 2018. Il détient une chaire de recherche en intelligence artificielle Canada-CIFAR, et il est le directeur scientifique de l'Institut de valorisation de données Livado. Donc, sans plus tarder, il est 9h, je vous présente, c'est tout un honneur pour nous d'avoir aujourd'hui le professeur Bengio qui va nous parler d'apprentissage profond. Merci beaucoup pour ces bonnes paroles, Jean-Philippe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon domaine de recherche. Avant d'embarquer sur le contenu, je vais vous dire que même si on a Jean-Philippe, si tu es d'accord avec ça, moi, je suis tout à fait prêt à prendre des questions au milieu de mes présentations, dans la limite raisonnable que j'essaie de couvrir le tiers de mon matériel à chaque session.
quitte à ce que ça déborde ensuite sur la demi-heure. Donc, si vous avez des questions, normalement, on a 1 heure de présentation et 1 demi-heure de questions-réponses, mais n'hésitez pas à lever la main, enfin, vous exprimer verbalement si je ne remarque pas là, les mains levées. Et ça me fera plaisir de répondre en plein vol. Donc, voilà pour l'aspect procédure. Alors, d'abord, oui, ben, l'ensemble de ma présentation est assez. Il n'y aura pas beaucoup de théorèmes là, puis des choses comme ça parce que ça prendrait trop de temps, puis c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est plus vous donner un aperçu des concepts. Puis après ça, ben, si vous êtes intéressé, allez lire là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Entre autres, j'ai écrit un livre en 2016 là, qui s'appelle Deep Learning, où il y a plus de maths. Mais l'important pour moi, c'est d'abord de comprendre les concepts à un niveau intuitif, puis après ça, les maths viennent facilement. Moi, ce qui m'a attiré dans ce domaine des réseaux de neurones, c'est devenu apprentissage profond dans les années 2010. C'est une hypothèse que j'appelle l'hypothèse extraordinaire, qui serait que il y a un petit nombre de principes qu'on peut comprendre, que des humains peuvent comprendre, qui expliqueraient notre intelligence et celle des animaux, évidemment. Alors, évidemment, si cette hypothèse est vraie, c'est à la fois intéressant du point de vue de la science de la biologie, là, donc de comprendre l'intelligence qui existe chez nous et chez les animaux, dans le cerveau, la neuroscience, la psychologie cognitive et tout ça. Et c'est aussi évidemment intéressant pour l'intelligence artificielle parce que si ces principes compréhensibles existent, on va pouvoir construire des machines intelligentes. Il faut prendre ça dans le contexte où, à l'époque où j'ai commencé mes études, gradué en 85, l'hypothèse dominante par rapport à l'intelligence humaine et donc l'intelligence artificielle, c'était que l'intelligence, c'est un ramassis de connaissances. Puis, quelque part, ça a du sens. Il faut des connaissances pour répondre à des questions correctement, prendre des bonnes décisions, etc. Et l'approche dominante, c'était ben, on va donner ces connaissances à l'ordinateur, on va prendre les connaissances que nous, on a, puis les coder d'une manière formelle dans les ordinateurs, puis les ordinateurs vont pouvoir ensuite utiliser les règles de la logique pour, un peu comme on fait en maths, en fait, pour pouvoir répondre à des nouvelles questions. Mais l'idée d'avoir à formaliser toutes les connaissances de l'humain, déjà, c'est comme une tâche qui semble énorme. Mais l'obstacle principal qui a fait que les approches classiques en IA se sont, bon, finalement, ont laissé la place aux méthodes basées sur l'apprentissage en grande partie, c'est qu'une grande partie de ce qu'on connaît, plutôt des connaissances qui sont exploitées par notre cerveau ne nous sont pas accessibles explicitement. Et donc ça, c'est un gros problème parce que ça nous empêche de donner aux ordinateurs des connaissances qu'on a. Donc là, je parle de connaissances intuitives, finalement. Alors, c'est quoi la solution? Bien, la solution, c'est l'apprentissage. Donc, au lieu de spécifier l'intelligence comme un grand sac de connaissances, on va spécifier un principe relativement simple qui est basé sur la capacité d'acquérir des connaissances. C'est l'idée de l'apprentissage. Moi, j'ai été excité par ça quand j'étais un jeune homme, mais évidemment, d'autres ont pensé à ça avant, et puis ça a été une des motivations depuis très longtemps, là, même Turing lui-même, dès les années 40-50. Alors, donc, c'est ça. Ça motive l'approche de l'IA basée sur l'apprentissage automatique, évidemment, puisqu'on veut que ce soit des ordinateurs qui le fassent. Il y avait d'autres problèmes avec l'apprentissage, avec les méthodes d'IA classiques basées sur les symboles et les règles symboliques. En plus du fait que les connaissances doivent être fournies par les êtres humains, il y avait le problème de gérer l'incertitude, donc des probabilités
le fait qu'on ne connaît pas les choses parfaitement, qu'il y a des événements aléatoires, etc. Et que l'aspect symbolique, ça ne nous dit pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, par exemple au niveau de la perception et du contrôle moteur, qui se résument difficilement au niveau symbolique. Je vais revenir à ça à la fin de ma présentation, mais une des forces de l'apprentissage automatique, et en particulier de l'apprentissage profond, ça a été vraiment de faire avancer les choses au niveau de la capacité des ordinateurs à percevoir, puis dans une certaine mesure, moins, mais quand même à apprendre à contrôler, donc à agir, mettons, pour un robot ou un système qui apprend une politique, c'est-à-dire comment agir. On n'a pas encore évidemment résolu tous les problèmes et ce dont je vais vous parler à la fin, dans la troisième lecture, ça va être justement les recherches qu'on fait en ce moment pour étendre l'apprentissage profond aux questions que se posaient les chercheurs en IA classique avec leurs approches symboliques, c'est-à-dire quelque chose qui s'approche plus de ce qu'on fait, nous, à un niveau conscient, quand on fait des mathématiques, quand on programme, etc. Et donc, ça, c'est à la frontière aujourd'hui de l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond. Alors, pour clarifier un peu les termes, j'ai dessiné les trois ensembles ici, là, inclus l'un dans l'autre. Le domaine de l'intelligence artificielle, bon, ça inclut beaucoup d'approches et pas seulement celles basées sur l'apprentissage. Le domaine de l'apprentissage automatique, c'est donc un cas mais qui est devenu dominant parce que ça fonctionne vraiment bien, mais ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Et l'apprentissage profond, en gros, disons, les méthodes basées sur les réseaux de neurones, c'est un cas particulier, une approche particulière à l'intérieur des méthodes d'apprentissage automatique. Il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage automatique qui semblent avoir aucun lien avec l'inspiration du cerveau. Donc, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones, caractéristique première, c'est cette inspiration des formes de calcul qu'on croit deviner dans le cerveau parce qu'on ne sait pas tout très bien du cerveau. Maintenant, là, premier enjeu mathématique qui arrive quand on se pose la question de l'apprentissage, c'est que ça semble devenir de plus en plus difficile et même exponentiellement difficile quand on essaie d'apprendre dans des espaces de plus haute dimension. Et je vais illustrer ça là, avec la figure. Imaginons qu'on veut apprendre dans un espace à une dimension. Ça, c'est la barre en haut. Là. Alors, on pourrait prendre, donc mettons que c'est une valeur réelle, on voudrait estimer une fonction dans cet espace réel ou une densité. On pourrait discrétiser cette variable réelle. Mettons, on va faire 10 bin. Et puis, pour chaque intervalle, chaque catégorie, on va observer ce qui se passe. C'est quoi les valeurs de la fonction? On aura des exemples d'entrée-sortie ou combien on observe dans chaque case. Puis là, on va juste compter les fréquences de ces événements et on va pouvoir former des estimateurs très simples. Là. Si on veut regarder la densité, ben, la fréquence relative, ça va être un estimateur au maximum de vraisemblance de la densité. Donc, ça a l'air facile. On aura besoin de combien d'exemples? Ben, on peut faire des maths là-dessus, là, mais intuitivement, on voit qu'il faut avoir assez d'exemples pour couvrir chacune des catégories, chacun des intervalles. Et si on a 10 intervalles, ben, il nous faut au moins 10 exemples, et ça, dans le meilleur des cas, probablement, mais de l'ordre de 10 fois quelque chose, ça dépend de l'entropie et tout ça. Donc, ça va. Mais si on avait deux variables, le nombre de cases d'intervalles à deux dimensions, maintenant, au lieu d'être 10, c'est 10 fois 10. Puis si on avait trois variables, ben, ça ferait 10 fois 10 fois 10. Puis vous voyez où je m'en vais, là. Si on avait 1000 variables, qui n'est pas tant que ça, une image de 1024 pixels, c'est pas une très, très haute résolution. Ben, ça serait déjà un nombre de cases
qui est genre 10 exposant 1000. Donc, il n'y a aucune chance qu'on ait assez d'observations pour remplir toutes les cases. Notre idée qu'on pourrait apprendre en regardant assez d'exemples, elle semble tomber à l'eau. Donc, l'apprentissage, c'est fondamentalement difficile si on n'ajoute pas quelque chose de plus qui serait des hypothèses sur la fonction sous-jacente. Puis, l'hypothèse qui est la plus communément étudiée, à la base des paramétriques non statistiques, par exemple, c'est l'hypothèse que la fonction qu'on veut apprendre dans cet espace est lisse, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas beaucoup d'une case à l'autre, enfin, d'un point à un point voisin, pas trop loin. Donc ça aide énormément et tout un champ des statistiques non paramétriques est basé là-dessus. Et beaucoup de méthodes d'apprentissage automatique sont basées là-dessus, les méthodes à noyau en particulier. Malheureusement, ça ne règle pas le problème, dans le sens que dans un espace à haute dimension, le nombre de voisins proches pour lesquels on peut espérer que ce qu'on a appris à un endroit va à peu près s'appliquer dans le voisinage, il est petit. Puis, par contre, des voisins plus loin, il y en a exponentiellement plus, exponentiel dans la dimension. Fait que finalement, on n'est pas vraiment capable de généraliser à des endroits qui sont loin des données. Et puis, ces endroits, forcément, vont être comme isolés ou une fraction du volume exponentiellement petit. Fait que ça reste un enjeu. Puis, c'est ce genre d'enjeu qui, dans ma tête, dans les années 90, a fait, à la fin des années 90, quand les réseaux de neurones devenaient moins populaires, a fait que j'ai décidé de rester là-dedans, parce que j'avais l'intuition que les réseaux de neurones pouvaient comme contourner ce problème en ajoutant des hypothèses qui semblent raisonnables et qui semblent être utilisées par le cerveau et qui permettent de bypasser un peu cette malédiction, ce fléau de la dimensionnalité. Alors, donc, les réseaux de neurones inspirés du cerveau, le calcul est obtenu, donc les fonctions qu'on apprend, c'est obtenu par l'échange d'informations entre un grand nombre d'unités de calcul très simples qu'on peut assimiler à soit un neurone ou un groupe de neurones qui travaillent dans le cerveau. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a des conséquences par rapport au flot de la dimensionnalité, de cette structure qui a l'air bénigne. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant qui m'a beaucoup motivé dans les années 90 et qui a donné lieu à des avancées importantes par la suite, donc dans l'apprentissage profond. C'est la notion de représentation et en particulier de représentation distribuée. Donc, c'est un schème qui va revenir là, dans les prochaines slides, aujourd'hui beaucoup. Si on regarde ce qui se passe dans le cerveau, quand vous voyez une image ou quand vous entendez un mot, mettons, si vous entendez le mot chat, vous avez les yeux fermés, vous entendez juste le mot chat, il va se former des images dans votre cerveau et on va observer, si vous êtes dans une machine fMRI, là, résonance magnétique, on va observer un paquet de neurones qui s'activent. Et si on avait dit le mot chien, ça aurait été un autre patron d'activation. Sauf que entre le patron d'activation, c'est-à-dire quel sous-ensemble des neurones semble émettre des signaux pour un mot comme chat et le patron d'activation pour un mot comme chien, il y a des similarités. Il y a des neurones qui sont activés par à la fois chat et chien, en d'autres termes. Donc, ça, c'est une idée qui est d'abord une observation biologique, mais une idée pour importer ça en intelligence artificielle qui est vraiment, qu'on doit vraiment à Geoff Hinton et qui réfléchit à ça et qui écrit là-dessus à partir du début des années 80. Et il y a un article qui s'appelle Distributed Representation en 1989. Et je vais essayer de vous convaincre tout à l'heure que ça donne des avantages mathématiques importants là, par rapport au flux de la dimensionnalité. La recette générale de l'apprentissage profond, puis de beaucoup d'approches basées sur les réseaux de neurones, mais pas toutes, c'est on décompose le problème d'apprentissage avec ces réseaux de neurones en trois grands
d'axes. D'une part, on va définir une fonction objective ou une fonction de récompense. Donc, si le système agit d'une certaine manière, on va lui donner un scalaire qui dit c'était bien, c'était pas bien, une erreur ou une récompense. On va définir une fonction comme ça. On va définir une méthode d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va changer les paramètres de ces neurones artificiels qui sont les forces des connexions synaptiques principalement. On va les changer selon une règle d'apprentissage, qu'on appelle, qui peut, si tout va bien, correspondre peut-être de manière approximative à une optimisation, donc l'optimisation de cette fonction objective. Du coup, c'est quelque chose que mathématiquement, on peut comprendre et qui a un sens et qui nous amène quelque part, finalement, à une solution peut-être pas parfaitement optimale, mais du problème de maximiser cet objectif ou le minimiser. Et en plus, le troisième axe, on définit une paramétrisation pour la famille de fonctions dans laquelle on va optimiser. Dans le cas d'un réseau de neurones, ça dit, ben voilà, il y a tant de neurones, ils sont connectés comme ça. On appelle ça une architecture. Et ça définit implicitement c'est quoi les degrés de liberté là-dedans et donc la famille de fonctions qui peuvent être représentées par ce système-là. Voilà. Et avec tout ça, ben, on peut coder ça. Après, c'est quelque chose de concret et puis on peut aussi l'analyser mathématiquement. Et on appelle ça le end-to-end learning parce que ça fait en sorte que toutes les parties du système sont optimisées conjointement. Et ça, ben, c'est une espèce de garantie d'optimalité, ou en tout cas, c'est rassurant. Maintenant, je vais revenir sur la notion de représentation distribuée et essayer de donner un avant-goût de pourquoi ça peut donner un avantage exponentiel. Et en quoi, en fait, ça correspond à une hypothèse. Parce que ce que je vous ai dit tantôt avec le fléau de la dimensionnalité, c'est que tout ce qu'on fait avec l'apprentissage, pour pouvoir généraliser loin des exemples, ça nécessite forcément des hypothèses implicites ou explicites sur la nature de ce qu'on veut apprendre. Et et ces hypothèses, si elles sont vérifiées, si on est chanceux finalement, peuvent nous donner un avantage plus ou moins grand. Alors, on va regarder ici dans l'image une forme d'apprentissage très simple où on a des exemples, mettons, là, on est en 2D, mais on peut généraliser en plus haute dimension. Et on va faire le contraste entre une approche qui n'utilise pas la notion de représentation distribuée à gauche, et une approche qui l'utilise à droite. Donc, à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre espace et on va utiliser les données qu'on a, qui sont des points dans cet espace. Encore, je vais prendre le problème on va faire un problème de classification. Imaginons que pour chaque point dans l'espace, on aimerait pouvoir dire oui ou non à une question. Donc, on pourrait, pour les exemples qu'on a, qui sont les croix de couleur, là, on aurait une réponse. Et donc, là, la question, c'est comment généraliser à d'autres points qui ne sont pas dans notre ensemble d'entraînement. Et la solution des méthodes basées sur l'hypothèse, les méthodes à noyau et les hypothèses non paramétriques statistiques classiques, donc basées sur l'hypothèse que la fonction qu'on apprend est smooth et lisse, c'est de dire, ben, si je connais la réponse en un point, je connais la réponse dans son voisinage. Donc là, on pourrait, par exemple, faire une partition de Voronoi ou quelque chose qui sépare l'espace en régions avec un exemple au cœur de chaque région. Et puis, tous les points qui tombent dans cette région vont recevoir l'étiquette de ce point-là. Donc, ça, c'est par exemple un plus proche voisin, qui est un algorithme classique. Bon. Donc, ça, c'est un algorithme d'apprentissage, une famille, en fait. Et à droite, on va considérer une autre approche qui est à peu près ce qu'on fait dans les réseaux de neurones. Alors, plutôt que de partitionner l'espace en régions autour de chacun des exemples, on va le partitionner en régions de manière combinatoire. C'est là qu'on va gagner quelque chose d'exponentiel. On va imaginer qu'on va construire une représentation. Ici, ma représentation, c'est 3 classifieurs linéaires, 3 neurones qui chacun répond soit un bit ou un nombre réel.
en fonction de à quelle distance on se trouve d'un hyperplan. Donc là, chacun des 3 neurones ici, ça correspond à 3 couleurs. Donc, par exemple, le bleu, c'est un neurone qui répond positivement si on est à droite de la ligne bleue, puis négativement si on est à gauche de la ligne bleue. Et puis, même chose pour le rouge, puis le noir. Donc, chacun de ces neurones, c'est juste, il fait une somme pondérée de ses entrées, puis les poids de cette somme-là définissent une ligne, enfin un hyperplan en général. Et quand la somme pondérée est au-dessus d'un certain seuil, on répond d'un côté, ça correspond à un côté de la ligne. Puis quand la somme pondérée est au-dessous, c'est l'autre bord de la ligne. Donc voilà. Maintenant, on a une représentation, c'est-à-dire que chaque région ici, définie par les intersections de ces hyperplans, correspond à un patron d'activation de mes neurones. Donc, par exemple, en haut à gauche, là, on a le 1, 0, 0. Ça correspond à être en haut du plan noir, à gauche du plan bleu et à gauche du plan rouge, bon, etc. Donc là, on peut faire des calculs. Combien de régions comme ça on peut définir en fonction du nombre de neurones, etc. Et l'affaire la plus intéressante, c'est combien d'exemples on va avoir besoin, enfin, combien de degrés de liberté on a à fitter avec nos exemples par rapport au nombre de régions qu'on va pouvoir définir. Et là, on voit qu'il y a une relation exponentielle entre les deux. C'est-à-dire que le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de paramètres qu'il faut pour définir chacun des hyperplans. Donc, si on a n neurones et qu'on est en dimension d, c'est grosso modo n fois d. Là, chacun a besoin de d paramètres. Par contre, le nombre de régions, lui, il est exponentiellement grand. La formule exacte, je pense que je l'ai peut-être dans une autre slide, là, mais ce n'est pas exactement 2 exposant le nombre de neurones parce qu'il y a des situations pas possibles. Vous voyez que dans cet exemple, il y a 7 des 8 possibilités qui sont réalisables. Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, le nombre de régions augmente exponentiellement. Et donc, on est capable de construire un système qui va être capable de généraliser, de nous donner des réponses, peut-être à des régions où on n'a aucun exemple, mais parce qu'on généralise à partir de ce qui se passe avec les 3 détecteurs, les 3 classifieurs, on est quand même capable de dire quelque chose qui a du sens. Évidemment, pour que ça généralise bien, il faut que ces détecteurs ils aient du sens. Parce qu'on ne pourra pas représenter toutes les partitions possibles avec toutes les étiquettes possibles avec ce système-là. En fait, c'est forcément, si on est capable de représenter plus de régions avec moins de degrés de liberté, c'est qu'il y a des contraintes quelque part. Tandis qu'à gauche, il n'y a pas de contraintes. On peut représenter, si on avait assez d'exemples, on pourrait représenter n'importe quelle fonction, grosso modo, sur l'espace réel. À droite, il y a des contraintes. Et si ces contraintes correspondent à une structure qui existe vraiment dans la nature, donc ça va marcher, on va généraliser avec moins d'exemples, ce qui est exactement ce qu'on veut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple là, qui illustre pourquoi ça fonctionne. Mettons que l'espace d'entrée, ce n'est pas 2D, c'est des images, mettons 1000 par 1000, là, c'est plus, on a 1 million d'inputs. Mais on sait qu'il y a des structures dans l'espace des images, puis on s'intéresse à reconnaître des objets dans les images. Mais par exemple, on peut imaginer qu'un réseau de neurones qui reçoit cette image en entrée, puis à travers plusieurs couches extrait ce qu'on appelle des features, là, des fonctions de l'image. On pourrait imaginer qu'à un certain niveau, les différents neurones correspondent à des fonctions qui ont du sens. Par exemple,
on peut imaginer qu'il y ait un neurone qui est spécialisé à détecter est-ce que la personne a des lunettes, est-ce que c'est une personne, un autre qui détecte est-ce que la personne a des lunettes, est-ce que la personne est un mâle ou une femelle, est-ce que la personne est un enfant, etc. Donc, si on imagine le problème de toutes les configurations de ces catégories-là, de ces catégories binaires, il y en a un nombre exponentiel. Et s'il fallait qu'on observe toutes les configurations de est-ce que la personne a des lunettes ou pas, est-ce qu'elle porte des jeans ou pas, est-ce que c'est un homme ou une femme, un enfant, etc., il y en a un nombre exponentiel. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Ces caractéristiques qui ont du sens et qui permettent de généraliser à peu près n'importe quelle question qu'on pourrait vouloir poser, justement, qui implique des configurations de ces caractéristiques-là, on peut les apprendre sans avoir à couvrir l'espace de 2 exposant le nombre de ces caractéristiques. On a besoin d'apprendre seulement ces K caractéristiques ou ces N caractéristiques, pardon. Donc, on n'a pas besoin d'un nombre exponentiel de données pour capter quelque chose qui nous permet de répondre à un nombre exponentiel de questions. Et donc, en fait, quand on observe ce qui se passe à l'intérieur de ces réseaux de neurones, qui peuvent être entraînés à toutes sortes de tâches, si on regarde ce qui se passe dans les couches intérieures, on voit qu'il y a des neurones qui se spécialisent à des concepts sémantiques qui parlent aux humains. Mettons qu'il y a un neurone qui est spécialisé à détecter des personnes, un autre qui détecte des lampes, un autre qui détecte des tables, même si ce n'était pas sa tâche explicite. Dans cet exemple-là, il était supposé reconnaître des scènes. Est-ce que c'est une scène d'intérieur, une scène d'extérieur, des choses comme ça? Quel type de scène? Et non pas les objets. Et là, c'est comme s'il découvre qu'il y a des objets. Puis évidemment, ça fait qu'il peut généraliser à des scènes qui combinent ces objets-là dans un nombre exponentiel de possibilités sans avoir à couvrir un nombre exponentiel de cases dans l'espace d'entrée. Donc, c'est pour ça que ça généralise les représentations distribuées. Fait que la clé, finalement, de l'apprentissage profond et de l'apprentissage avec les réseaux de neurones en général, c'est cette idée proposée par Geoff Hinton, comme je disais, dans les années 80, d'apprendre des représentations intermédiaires. Donc, on veut apprendre une fonction et au lieu d'apprendre directement cette fonction sans se poser de questions, on se dit, on va structurer nos calculs de façon à ce qu'il y ait une représentation qui soit comme une fonction de l'entrée qui va être apprise en même temps que la tâche. Et ça peut nous donner un avantage. Et en fait, on retrouve ça dans les réseaux de neurones, mais on ne retrouve pas ça nécessairement dans d'autres approches d'apprentissage automatique. On va passer, comme les cas plus proches voisins ou les méthodes d'Henry, on va passer comme directement des données à la réponse sans cette notion intermédiaire de représentation. Puis donc, ça pose la question, c'est quoi une bonne représentation? Puis c'est un sujet sur lequel toutes les réponses ne sont pas connues, mais moi, j'ai beaucoup d'intuitions là-dessus qui m'ont guidé dans ma carrière. Mais en gros, une bonne représentation, donc une bonne fonction qui transporte mettons une image d'entrée vers un vecteur ou un espace de représentation, c'est des représentations qui vont faire que pour beaucoup d'autres tâches qui pourraient suivre à partir de cette représentation-là, ça va faire que l'apprentissage de ces tâches-là va être plus facile. Donc, dans mon exemple ici, si j'ai appris des représentations qui détectent ces trucs-là, après, je peux apprendre une tâche spécifique qui dit « Ah, trouve-moi dans les images des personnes, des jeunes filles qui portent des lunettes. » Donc ça va être très, très facile une fois que j'ai appris ces représentations. Mais vous voyez que le nombre de tâches que je peux résoudre après est exponentiellement grand. Il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe, qui a rapport avec la nature sous-jacente de ces images-là. Ça, j'en reviendrai dans ma dernière lecture. Donc, si on regarde l'évolution historique là, de différents systèmes d'intelligence artificielle, on est passé de systèmes à base de règles qui sont designés à la main, à gauche. Finalement, c'est un programme qu'on écrit. C'est juste qu'il est structuré en unités compréhensibles par les humains qui sont ces règles. À les premières méthodes d'apprentissage automatique, ça prenait des classifieurs linéaires. Donc, il fallait que des humains mettent au point
une extraction de caractéristiques. À partir de pixels, c'est très difficile d'appliquer un classifieur linéaire, ça ne marche pas très bien. Donc, on extrait déjà des détecteurs de choses intéressantes avec notre compréhension de la nature des images, par exemple. Donc ça existait déjà depuis le début des années 60 et puis ça continue à être utilisé. Mais ça a été beaucoup remplacé par des méthodes où on apprend une représentation. Donc, plutôt que ces caractéristiques soient designées à la main, sont remplacées par des features, des caractéristiques apprises. Donc ça, c'est l'idée d'apprentissage de représentation. Ça peut être supervisé ou non supervisé. Aujourd'hui, les gens utilisent le terme apprentissage de représentation pour dire comment on apprend des représentations de manière non supervisée, c'est-à-dire sans une tâche précise donnée d'avance. Puis l'apprentissage profond, c'est la même idée, sauf que au lieu d'avoir un niveau de représentation, on va avoir plusieurs niveaux de représentation. On va avoir comme des fonctions qui sont composées. Donc, une représentation qui est obtenue en faisant des opérations sur une représentation plus simple. Et l'inspiration de ça, c'est le cortex visuel, où on voit, disons, des étapes de transformation de l'information de la rétine jusqu'à l'aire IT du cortex visuel, où il y a un détecteur d'objets. Et à ces différentes étapes de transformation, on voit que ça correspond à des caractéristiques qui sont extraites, qui au début sont très locales et très simples, genre des bords. Puis ensuite, c'est des combinaisons des bords qui font des formes locales, qui n'ont pas nécessairement un sens en soi. Puis plus on avance, plus c'est des parties d'objets, puis éventuellement des objets complets. La notion de représentation et de l'apprentissage de représentation, elle a été aussi non seulement importante dans le domaine de l'analyse d'image, mais aussi de l'analyse du langage. Et donc, une de mes contributions qui a été célébrée par le prix Turing, c'est tout ce qu'on a fait au niveau des réseaux de neurones pour modéliser des séquences de mots. Et là, l'idée, où est-ce que les représentations distribuées viennent, c'est de dire que on va associer à chaque mot dans le vocabulaire une représentation. Le plus simple, c'est que c'est un vecteur de taille fixe. Mais dans les méthodes modernes, ce n'est pas obligé que ce soit un vecteur de taille fixe. Mais à cette époque, c'est ce qu'on faisait. Donc, imaginons qu'on ait une séquence de mots, là, W, T-1, T-2, T-10, mettons. On a 10 mots en entrée. On veut prédire le prochain dans la phrase. Donc, on va prendre chacun des 10 mots en entrée et on va regarder dans une table qu'on va apprendre qui contient pour chaque symbole, chaque mot, un vecteur. En fait, ça correspond à multiplier, à représenter le symbole par un vecteur qu'on appelle one-hot, c'est-à-dire avec un 1 à une position puis 0 ailleurs, et multiplier ce vecteur par une matrice qui est comme une matrice de poids. Sauf que c'est la même matrice qui est utilisée à toutes les positions parce que, mettons, le mot chat aurait la même représentation qui soit à n'importe quelle position dans l'entrée. Donc, c'est un réseau de neurones avec une contrainte un peu particulière sur ces paramètres d'entrée. Et puis après, c'est un réseau de neurones normal, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de sorties parce qu'on va avoir une sortie pour chaque mot possible, le prochain mot. Et on va entraîner ça avec un maximum de vraisemblance qui dit, en gros, on veut maximiser la probabilité du mot qui a été découvert. Donc, on va utiliser une formule qui fait que les sorties du réseau de neurones sont positives et somme à 1. Donc, une exponentielle normalisée. Il y a d'autres possibilités, mais c'est ce qu'on utilise. On appelle ça un softmax. Et ça nous dit la prédiction pour un mot. Puis évidemment, la probabilité d'une phrase, ça va simplement être le produit des probabilités prédites pour chaque mot de la phrase, étant donné les mots précédents. Voilà, donc ça, c'est les modèles de langage neural qu'on a introduits vers 2000 et qui, à l'époque, n'ont pas connu d'écho parce que ce n'était pas du tout à la mode, mais une douzaine d'années plus tard, ça a commencé à faire sa place en traitement du langage naturel et à partir de 2015-2016, c'est devenu ces méthodes basées sur ce même genre d'idées, l'état de l'art. La plupart des approches en langage naturel statistique, disons, utilisent la plupart ces notions et d'autres qui ont été introduites dont je vais vous parler plus tard. Puis, on peut regarder ces vecteurs de représentation
en général, ils ne sont pas à 2 dimensions, mais on peut utiliser des méthodes pour le projeter à 2 dimensions pour les visualiser. Puis là, on se rend compte que les représentations qui sont apprises, donc ces vecteurs-là, ont du sens. Là, j'ai zoomé, là, puis on voit par exemple que les pays ont des représentations proches les unes des autres. Si on regarde ailleurs, on trouve les verbes proches les uns des autres, puis les conjugaisons d'un verbe là, proches les unes des autres, etc., etc. Donc, c'est comme s'ils découvrent quelque chose à propos à la fois des structures grammaticales et de la sémantique qui va être capté dans ces représentations. Puis il y a beaucoup qui a été écrit pour essayer d'interpréter ces représentations, s'émerveiller de tout ce qui a été découvert tout seul finalement par la machine, quand on lui demande juste de prédire le prochain mot à partir des mots qui précèdent ou prédire le mot du milieu à partir des mots voisins. Enfin, il y a plein de variantes. OK, revenons sur la notion de représentation, mais maintenant à plusieurs niveaux. Donc, l'aspect deep learning, là, apprentissage profond, c'est qu'on a plusieurs niveaux de représentation. Puis, comme j'ai dit, ça, c'est inspiré du cerveau. Là, on observe des choses comme ça. Et c'est aussi comment les ingénieurs, les chercheurs qui s'intéressaient à la vision ou à la reconnaissance de la parole à partir de sons ou à l'analyse de texte, presque toujours les humains aiment construire des espèces de hiérarchies de représentation. Ça nous aide énormément à comprendre le monde. Fait que ça a beaucoup de sens de structurer nos algorithmes d'apprentissage autour de ce genre de hiérarchie et d'apprendre la hiérarchie. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait avec l'apprentissage profond. Là, on voit un exemple en bas d'un réseau de neurones qui est entraîné sur des images, puis on voit que ce qu'on voit dans les petites imagettes, là, c'est ce que différents neurones à cette couche-là ont appris, enfin, c'est-à-dire le genre d'image qu'ils aiment voir, c'est qui va les activer. Donc, à gauche, on voit que c'est soit des détecteurs d'une tache de couleur à un endroit ou des détecteurs de bord. Puis au milieu, ben là, on voit que c'est pas mal plus compliqué déjà, ce qu'ils aiment, ce que ces unités aiment représenter. Là, mais on voit que c'est une combinaison des bords, là, comme ça peut être une forme en cercle ou des picots ou quelque chose, ou 2 barres, par exemple. Et à droite, ben là, on voit que c'est déjà comme des parties d'objets. Hein? Et ça a été découvert tout seul par la machine. Ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé à l'avance. C'est simplement la manière dont on a structuré ce réseau de neurones et la tâche qui fait que ça l'a amené à trouver ces solutions. Donc, cette idée d'avoir plusieurs niveaux de représentation, si on la porte à son maximum, ça amène à la réflexion que j'ai faite avec des collègues, dont Yann Lequin, dans les années 2000, qu'au plus haut niveau de représentation, ça pourrait correspondre au plus haut niveau d'abstraction. Le mot abstraction, c'est un terme un peu vague, là, mais on comprend que des concepts plus abstraits, ça va comme couvrir plus de terrain et ça va nous permettre en combinant les abstractions, de représenter beaucoup de choses intéressantes dans le monde qui nous entoure. Et le langage, ben, c'est une expression à ce niveau-là de ces abstractions qui correspondent grosso modo à des mots qu'on a dans notre tête. Et on sait que si on pouvait décomposer les connaissances à ce niveau d'abstraction, on devrait pouvoir généraliser facilement de la même manière que les humains généralisent avec ce qui est illustré par leur capacité à comprendre des phrases nouvelles, par exemple. Et mieux que ça, puis ça, je vais en parler plus à la fin, ce niveau d'abstraction de plus haut niveau pourrait correspondre à un niveau de compréhension de la structure du monde qui correspond à la structure causale sous-jacente. Donc, je reviendrai là-dessus, mais c'est assez profond. Alors, si on reste un peu plus au bas des pâquerettes, essayer de comprendre pourquoi l'apprentissage profond, donc avoir plusieurs couches dans ces réseaux de neurones, serait intéressant. On avait une petite question. Allons-y. Loi de Hebb, neurons that fire together wire together. Ouais, alors, je peux commenter sur la loi de Hebb. Donc, 1949, hein, on est au tout début de l'histoire des réseaux de neurones. Donc, lui, il s'intéressait à comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Ce n'était pas vraiment la recherche en IA. Et il a l'impression de voir dans ce qui se passe dans ses observations une sorte de corrélation qui fait que quand 2 neurones sont activés ensemble,
il y a plus de chances que la connexion entre ces neurones-là, le poids synaptique, augmente. Bon, si on applique cette règle-là telle quelle, ça ne fait rien de très intéressant. On voit que ça fait juste augmenter, premièrement. Mais en neurosciences computationnelles, les gens ont développé plein de variations de ce thème qui donnent quelque chose. Et on peut même montrer que certaines de ces variations correspondent à, par exemple, une analyse en composantes principales. Donc, c'est intéressant, mais c'est une règle locale qui nous donne absolument pas de garantie qu'il se passe quelque chose globalement dans un gros réseau de neurones qui a du sens. Et donc, ce genre d'approche d'essayer de designer une règle locale a été un peu laissé tomber, même peut-être moins en neurosciences, il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça. Le problème, c'est que c'est très difficile de prouver que ça va faire quelque chose globalement. Donc, qui a du sens, comme optimiser une récompense ou minimiser une erreur de prédiction ou des choses comme ça. Donc, le schéma qui marche mieux en ce qui nous concerne, c'est on part dans l'autre sens. C'est qu'on se dit, bon, OK, on voudrait que le système dans son ensemble atteigne certains objectifs, fasse quelque chose qui a du sens. Comment ça se traduit en termes de règles de mise à jour des poids synaptiques localement? Et donc là, il y a plusieurs réponses possibles, évidemment, et certaines ressemblent à la loi de Hebb, mais ce n'est jamais exactement ça. Fait que c'était comme une intuition qui a guidé, là, mais qui n'est pas en soi suffisante pour faire beaucoup de millages. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. OK, je retourne à mon flow. Oui, alors, une chose intéressante à savoir, c'est que un réseau de neurones avec juste une couche cachée, donc l'entrée, une couche de neurones, la sortie, on peut apprendre des fonctions lisses, donc une forme de continue, disons, assez, en principe, on a besoin que d'une seule couche, elle pourrait être très grosse, une seule couche cachée. Alors, dans les années 90, beaucoup de gens ont pensé, à cause de ce résultat mathématique, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir plusieurs couches. Mais toutes les intuitions dont j'ai parlé jusqu'à présent poussent plutôt dans la direction que ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs couches. Et c'est seulement dans les années 2000, donc 2000 à 2010, grosso modo, qu'on a commencé à avoir des résultats mathématiques qui suggèrent qu'il y a effectivement un avantage à avoir plusieurs couches. Donc, oui, on peut représenter une fonction avec relativement arbitraire avec juste une couche, mais ça prendrait peut-être un nombre exponentiellement grand d'unités. Alors que la même fonction représentée avec plus de couches pourrait être plus compacte, en gros. Alors, d'où ça vient ça? Mais ça vient du concept de compositionnalité qui est finalement une des clés pour faire face au fléau de la dimensionnalité. Donc, c'est quoi la compositionnalité? C'est qu'on décompose un énoncé, un calcul, une fonction, etc., en parties échangeables qui peuvent être composées de différentes manières. Bon, les langages humains, c'est un exemple de ça, mais en fait, on l'a vu déjà tantôt quand je vous ai parlé des représentations distribuées, et je vous ai dit qu'on pouvait représenter un nombre exponentiel de choses, mais avec des contraintes, par rapport à si on n'a pas une représentation distribuée. Grosso modo, le nombre de patrons d'activation des neurones dans la couche de représentation, il est exponentiellement grand, et on peut montrer que ça nous donne un avantage. Et en fait, il y a c'est compositionnel dans le sens qu'on peut prendre n'importe quelle composition des caractéristiques en principe. Bon, après, il y a des incompatibilités, là, comme je disais, mais grosso modo, on peut composer tout ce qui est représentable dans cet espace et il y en a un nombre exponentiel alors qu'on a une représentation qui est de taille relativement petite. L'autre forme de compositionnalité, c'est celle qu'on trouve dans les réseaux avec plusieurs couches, plusieurs niveaux de représentation. Puis là, c'est une autre forme de compositionnalité où on compose des fonctions l'une par-dessus l'autre, en séquence plutôt qu'en parallèle. Et donc, dans les deux cas, en fait, ces formes de compositionnalité vont être utiles si il y a ce genre de compositionnalité dans le monde qui nous entoure, ou en tout cas, si ce genre de compositionnalité nous aide à capter approximativement le monde qui nous entoure ou les tâches qu'on veut que le système fasse.
OK. Et donc là, ben, en 2014, on a prouvé des choses sur la capacité expressive des réseaux profonds. Ben, je ne vais pas expliquer les formules, là, mais grosso modo, plus on a de couches et plus on peut représenter de fonctions, et il y en a un nombre exponentiel dans le nombre de couches ici qui est L, majuscule. N0, c'est le nombre d'entrées. Et N, c'est la taille des couches intermédiaires. Et on voit qu'il y a un exposant en L. Puis, il y a aussi la taille des couches intermédiaires qui intervient. Donc, mais après, il y a eu pas mal d'autres résultats. Bon, si je reviens à ces réseaux de neurones, j'en ai parlé un peu sans entrer dans les détails, là, mais qu'on regarde un peu plus près. Là. Les premiers réseaux de neurones, donc c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est des classifieurs linéaires. Ça veut dire qu'on commence par calculer une combinaison linéaire des entrées du neurone. Donc, produit scalaire plus une constante, comme c'est écrit là. Et on va appliquer là-dessus une non-linéarité. Donc, ce schéma de calcul est complètement inspiré de ce qu'il y a dans le cerveau, mais c'est une abstraction, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, les vrais neurones. Sauf que cette abstraction, ce niveau d'abstraction-là, ben, il semble suffisant pour obtenir pas mal de choses intéressantes. Alors, on appelle ces W-là, W pour weight en anglais, les poids synaptiques. Et ça, on peut imaginer que c'est situé dans le cerveau, là où il y a les connexions entre les neurones. Et puis, le B là, pour bias, ou offset, ça détermine, si ça permet de shifter l'hyperplan qu'on voyait tantôt. Et donc, ça permet d'apprendre, finalement, ce neurone peut apprendre n'importe quelle fonction affine de ces entrées et il y a une non-linéarité fixe par-dessus ça qu'on appelle une fonction d'activation. Par exemple, je ne disais pas des fonctions d'activation. Ah oui, voilà des fonctions d'activation, genre la sigmoïde qui est à gauche ou la tangente hyperbolique qui est à peu près pareille, mais sur une échelle différente. En bas à droite, c'est une qui était connue en neurosciences computationnelles et qu'on a découvert en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien. La fonction rectificatrice, c'est-à-dire qui est zéro, la fonction partie positive, là, qui est zéro quand l'argument est négatif et qui est égal à l'argument quand il est positif. Donc, c'est en fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit dans la manière dont les neurones réagissent. Et bon, donc il y a pas mal de fonctions d'activation possibles et d'autres. La softmax dont j'ai parlé tantôt, qui est une exponentielle normalisée, là, en bas à gauche. Les gens ont exploré beaucoup plus que ça, mais ça, c'est celle qu'on trouve le plus. Et puis, il y a des variantes comme donc la fonction rectificatrice, là, on l'appelle ReLU, Rectified Linear Unit. Il y a des versions soft de ça. Il y a plein de variantes. Mais ça donne une assez bonne idée du genre de non-linéarité. Et pour toutes ces non-linéarités, on peut prouver que les réseaux de neurones sont des approximateurs universels dans un espace de fonction assez large, en continu. Et une couche suffit. Et si on a plus de couches, mais comme j'ai dit, là, on a d'autres résultats qui nous disent qu'on peut représenter de manière peut-être plus compacte certaines fonctions. Voilà. Mais le fait que ce soit un approximateur universel, ça veut juste dire que c'est des familles de fonctions, si on permet d'augmenter le nombre d'unités, qui sont assez riches. Ça ne nous dit pas qu'on va pouvoir trouver les coefficients, les paramètres de ces fonctions-là. Donc, que l'optimisation va fonctionner. Et ça ne nous donne pas non plus de garantie que ça va généraliser, c'est-à-dire que sur des nouveaux exemples qui n'ont pas servi à optimiser les paramètres, est-ce que ça va fonctionner? OK. Donc là, je vais accélérer un petit peu et parler un peu d'un niveau relativement élevé là, de résultats de Vapnik et d'autres qui ont suivi. Vapnik est un mathématicien russe, Vladimir Vapnik, qui publié dans les années 70 et qui était mon voisin de bureau à un moment donné dans les années 90 à Bell Lab et
qui a publié, donc, parmi les résultats les plus importants sur la théorie mathématique de la généralisation. Il appelle ça Statistical Learning Theory. Donc, les concepts importants là-dedans, la notion d'ensemble de données d'apprentissage, évidemment, et une fonction objective, là, une fonction de perte ou une fonction qu'on va pouvoir mesurer pour un choix de fonction particulier, mettons un choix de poids de nos réseaux de neurones, de notre réseau de neurones, on va obtenir un certain risque empirique, une moyenne des erreurs que fait le système. Alors, la minimisation du risque empirique, c'est le principe de tout simplement choisir une fonction de notre famille, donc par exemple, optimiser les coefficients, les poids synaptiques de façon à minimiser cette erreur moyenne. Donc, c'est un problème qu'on va généralement faire de manière itérative. Là, on ne saura pas, en général, résoudre analytiquement, trouver l'optimum global et même le minimum local. On peut se placer dans un cadre paramétrique ou non paramétrique. Donc, paramétrique, celui que Vapnik a étudié principalement, c'est qu'on considère une famille de fonctions de taille fixe, c'est-à-dire que, mettons, il y a un paramètre qui sont tous les poids synaptiques, θ, et il y a, mettons, 1 million de paramètres, et that's it, that's all. On veut optimiser en bougeant ces paramètres-là. Donc, on a une famille avec un certain nombre de degrés de liberté fixes. On appelle ça une famille paramétrique. Puis non paramétrique, ce serait que notre algorithme d'apprentissage se donne la liberté de choisir le nombre de paramètres. Donc, par exemple, on peut avoir une fonction plus complexe avec une famille plus large au fur et à mesure que la quantité de données augmente. Ça a du sens. Si on n'a pas beaucoup de données, on ne peut pas apprendre grand-chose. Si on a beaucoup de données, on peut apprendre des choses compliquées. Alors, cette notion de combien de choses on peut apprendre, elle a été formalisée par Vapnik avec une notion qu'il appelle la VC dimension. V, c'est pour son nom, Vapnik-Chavonenkis. Chavonenkis était son directeur de thèse dans les années 60. Et plus généralement, il y a différentes manières de définir ça, mais on va appeler ça la capacité. Puis, grosso modo, là, la définition mathématique, il y a plein de subtilités, là, mais grosso modo, intuitivement, c'est juste le nombre d'exemples d'apprentissage que notre famille de fonctions pourrait toujours fitter parfaitement. C'est-à-dire qu'il existe des paramètres pour lesquels on va donner les réponses parfaites pour ce nombre d'exemples, puis un exemple de plus, on n'est pas capable. Donc, c'est au pire cas, on choisit les inputs et puis les cibles d'apprentissage le pire possible, mais on est toujours garanti de trouver une réponse qui fit parfaitement. Ça, c'est la capacité. Dans le fond, c'est le nombre de trucs qu'on peut apprendre par cœur. C'est pas compliqué. Après, bon, the devil is in the detail, mais c'est important de comprendre le principe. Ensuite, il y a la notion d'erreur de généralisation. C'est-à-dire qu'on a un risque empirique sur les données qui nous servent à entraîner le système. On a une certaine performance, mais ce qui nous intéresse, c'est sur des nouveaux exemples. Donc, l'erreur attendue en espérance sur les nouveaux exemples, on va appeler ça l'erreur de généralisation. Et là, il faut qu'on définisse une distribution génératrice des données sur laquelle on va faire cette espérance. Cette espérance, on ne sera pas capable de la calculer puisqu'on ne connaît pas la distribution des données en général. Donc, là, ça, c'est vraiment fondamental en apprentissage automatique. On ne connaît pas la distribution des données. Donc, tout ce qu'on a accès, c'est un échantillon, c'est des exemples, un nombre fini d'exemples. On peut entraîner notre système, puis après ça, on va regarder d'autres exemples qui n'ont pas servi à entraîner. Donc là, on va appeler ça out of sample, ça vient des stats. Et on va construire un ensemble de tests sur lequel on va mesurer encore de manière empirique. On va estimer l'erreur de généralisation par une moyenne. On va estimer une espérance par une moyenne, donc ça, on sait faire en stats. Puis on peut avoir des intervalles de confiance et tout le kit. Et ce que vont nous dire les théorèmes de Vapnik, c'est que si les données viennent d'une distribution et les exemples ont été tirés ID, c'est-à-dire indépendamment et de la même distribution, et il y a des hypothèses plus faibles qu'on appelle échangeabilité, mais grosso modo, c'est à peu près pareil.
si les données sont tirées de la même distribution et de la même manière, on va être capable de donner des garanties sur la généralisation espérique de notre système en comparant, grosso modo, la capacité, qui ne doit pas être trop grosse, et le nombre d'exemples d'entraînement. Si le ratio entre les deux est faible, on va bien généraliser. Et donc, il y a un paquet de théorèmes qui nous disent des choses comme ça. Puis finalement, si les données arrivent toujours, si les situations dans lesquelles on va appliquer notre système proviennent de la même distribution que celles qui ont servi à entraîner le système, on sait qu'on peut généraliser. Et puis, on peut donner des garanties là-dessus. Ce ne sont pas très fortes, les garanties. Donc, en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer un exemple de test, puis là, on va être capable de dire, ben, notre moyenne, elle s'écarte de l'espérance de quelle manière, là, c'est les stats habituelles. Donc, la capacité, comment on va la choisir? On aimerait choisir une capacité pas trop petite, pas trop grande. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on a une capacité trop grande, ben, en fait, on est dans une situation qu'on appelle overfitting, où on pourrait avoir des très bonnes réponses sur les données d'entraînement, mais qu'on se plante complètement. On n'a plus de garantie, en fait. Donc, les théorèmes de Vaping nous disent si la capacité est trop grande, il n'y a plus de garantie de généraliser. Ça, c'est la situation du overfitting. Et underfitting, c'est une capacité trop petite. On n'est même pas capable d'apprendre toute l'information, extraire tout le jus des exemples d'entraînement. Donc, ça, c'est underfitting. Puis, il y a une notion aussi de capacité effective. C'est que notre famille de fonctions, c'est bien beau. En théorie, elle pourrait avoir une certaine capacité, mais en pratique, on ne serait pas capable d'aller extraire toute la capacité qui est là dans notre réseau de neurones parce qu'on a une puissance de calcul limitée pour entraîner. Donc, ça fait qu'on ne va pas trouver la meilleure configuration dans l'ensemble de toutes les configurations possibles des paramètres. Donc là, avant de terminer, je vais vous montrer deux courbes qui illustrent tout ce que je viens de dire à propos des résultats sur la capacité puis la généralisation. Bon, première courbe ici, la plus importante. Et les résultats de Vapnik, grosso modo, donnent des formules là, pour ces choses-là, des bornes. Et puis, on peut les mesurer empiriquement et on observe des choses comme ça. Donc, en X, on a la capacité. Plus on augmente, mettons, la taille de notre réseau de neurones, plus on a de capacité. On peut apprendre plus de fonctions, on peut apprendre des fonctions plus complexes. En Y, on a une mesure de notre fonction objective, notre erreur. Dans ce cas-là, on veut la minimiser, mettons. Donc, en bleu, on voit que, c'est pas surprenant, plus on a de capacité et plus on est capable de réduire l'erreur d'entraînement. C'est-à-dire, vu qu'on a plus de richesse dans notre ensemble de fonctions, on est capable de fitter mieux. Jusque-là, rien de spécial. Puis, à un moment donné, on obtient peut-être même une erreur d'entraînement zéro. Fait que là, en fait, c'est la capacité qui… en tout cas, maintenant, en vert, la chose intéressante, c'est l'erreur de généralisation. C'est ça qui nous intéresse. Puis, ce qu'on va observer expérimentalement et ce que la théorie nous prédit, c'est qu'il va avoir une capacité optimale. Donc, si la capacité est plus faible que la capacité optimale, plus on augmente la capacité et plus l'erreur de généralisation s'améliore. Donc, ça, on peut le tester empiriquement. Donc, si j'augmente la capacité, est-ce que c'est pire ou c'est mieux? Si c'est mieux, ça veut dire que je suis dans le mode underfitting et je n'ai pas assez de capacité. Si ça empire ou c'est plat, c'est flat, ça c'est ce qu'on voit souvent, il y a des chances qu'on soit dans la partie overfitting. C'est que ça ne sert à rien d'en rajouter, ça ne donne rien. Ça empire. Donc là, on est dans la zone overfitting. OK, donc ça, c'est une courbe super importante que vous pouvez comme mémoriser. Il y a des exceptions à cette courbe qu'on découvre maintenant dans les dernières années. Avec des énormes réseaux de neurones, on trouve qu'au lieu d'avoir juste un minimum là, dans l'erreur de généralisation, une courbe en U, on va avoir deux U. Il va y avoir ce qu'on appelle le double descent. Mais ça, on ne le comprend pas encore théoriquement. Il y a plein de matheux qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre. Il y a des hypothèses, etc. Donc, j'en parle pas trop, mais ce n'est pas résolu comme problème. Mais disons, le cas simple, ordinaire, paramétrique, avec un réseau de neurones pas trop gros, il va être bien représenté par ce schéma. Oui, allez-y. Dans le chat. Oui, je regarde. Alors, si on prend un sous-ensemble des mêmes data utilisés pour la création de notre modèle
et on les donne à notre deep learning, alors est-ce qu'on aura le même résultat? Évidemment que non. Évidemment que non. Plus on a... Parce que, pourquoi? Ce qu'on cherche à découvrir, c'est une fonction. Une fonction, c'est un objet infini, a priori. Donc, là, on veut découvrir un truc infini. Une fonction, c'est comme une grande table immense qui donne une valeur à tous les x possibles. Bon. Fait que, comment est-ce qu'on peut trouver une fonction à partir d'un nombre fini de données qui sont nos exemples d'entraînement? Ça ne se peut pas. On ne sera jamais capable de le faire parfaitement, à moins d'être super chanceux, là, mais en pratique, ça n'arrivera pas. Donc, plus j'ai d'exemples, et mieux ça va aller. Puis, c'est justement la courbe que je vais vous montrer ici. Là. Donc, en X, on a le nombre d'exemples cette fois-ci. Puis là, on est dans un cas paramétrique. On a un réseau de neurones de taille fixe. C'est la capacité fixe. Puis là, en fait, en bas de la capacité, si le nombre d'exemples est plus petit que la capacité, on est garanti d'obtenir une erreur zéro. C'est pour ça que la ligne bleue, je ne la montre pas, mais elle est zéro en bas de la capacité. Puis après, quand la capacité est trop faible pour apprendre par cœur, bien, il y a des chances qu'on commence à avoir des erreurs d'entraînement. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de fitter parfaitement nos données. Pas juste parce qu'il y a du bruit dans les données, mais simplement parce qu'on n'a pas assez de degrés de liberté pour parfaitement représenter la fonction qui nous intéresse. Et en fait, la meilleure erreur de généralisation, si on se rapporte à la figure d'avant, elle ne sera pas au cas où on a une erreur d'entraînement zéro, où on a une capacité la plus grande possible, mais plutôt un cas intermédiaire où l'erreur de généralisation est un optimum. En fait, la raison de ça, c'est que comme on entraîne avec un nombre fixe d'exemples ici, il y a seulement une certaine quantité d'informations qu'on peut aller chercher de ces données-là. Et en fait, la raison fondamentale pourquoi il y a l'overfitting, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions qui pourraient fitter ce nombre fini de données. Comment on choisit parmi ces fonctions? Bien là, c'est les a priori, les biais inductifs, là, les préférences dans les espaces de fonctions qui vont faire la différence, mais on n'est pas du tout garanti que nos a priori sont les bons et sont suffisants. Donc, il y a un paquet de fonctions qui sont compatibles avec les données. Si on choisit une fonction qui est dans un ensemble plus large, parce que la capacité est plus grande, il y a plus de chances que ça ne marche pas bien parce qu'il y aura beaucoup de fonctions qui diffèrent entre elles. En fait, c'était la figure ici. On choisit une fonction parmi le grand ensemble bleu. Okay? Puis la capacité, grosso modo, c'est le volume de cet espace de fonctions. Et ce qu'on observe, c'est des exemples, mettons Y. On va choisir, mais on va oublier ce détail pour l'instant, on va choisir une fonction de notre ensemble, là, mu F. Si notre capacité est grande, bien, il y a beaucoup de fonctions qui pourraient fitter à peu près aussi bien les données. Et évidemment, ces fonctions vont être loin les unes des autres, si l'ensemble est plus grand. Et comme on ne sait pas c'est laquelle la bonne, bien là, notre erreur espérée va être plus grande. Puis il y a une équation ici qui montre ça. Je reviendrai à ça là-dessus, mais grosso modo, c'est pour ça qu'on a de l'overfitting. Ouais. Donc, si on prend un sous-ensemble de données, on leur revient à cette image-là, on va obtenir une fonction différente parce qu'on aura eu moins d'informations pour essayer de s'approcher de la bonne réponse. Plus on a de données et plus on raffine et on est capable de trouver quelque chose qui s'approche de la réalité. C'est ce que montre la courbe ici. Plus on a de données, plus l'erreur de généralisation descend. Puis, avec un nombre infini de données, là, c'est l'asymptote, l'erreur de généralisation puis l'erreur d'entraînement convergent à la même place. Parce que j'ai une capacité finie, elle m'a donné les nouveaux exemples d'entraînement, je ne suis pas capable de tirer du jus de ces exemples-là. Donc, j'ai plus de progrès et je ne vais pas nécessairement faire pire avec les données d'entraînement, ce nouvel exemple, parce que j'ai atteint le mieux que je peux faire avec cette capacité-là. Voilà.
Donc, bon, je vais quand même, vu que j'ai fait cette slide, je vais essayer de l'expliquer un peu plus mathématiquement. OK, c'est quoi les objets mathématiques là? Donc, D, c'est l'ensemble de données. Θ, c'est nos paramètres. X, c'est l'entrée. Y, c'est la variable aléatoire qu'on voudrait, mettons, prédire à partir de X. OK? Et on va prendre comme métrique de perte l'erreur quadratique. Donc, en bas à gauche, là, on voit f de x moins y au carré. C'est-à-dire que notre apprenant, là, il produit un θ, c'est-à-dire qu'il produit une fonction f de x θ. Et on va pouvoir comparer la valeur de cette fonction à différents x à la valeur y qui correspond dans nos données. Donc, dans nos données, on a des paires xy. Puis, on a une distribution sur les xy que je n'ai pas nommé explicitement, mais quand l'espérance qui est là, à gauche, c'est l'espérance sur la loi jointe de xy, qu'on ne connaît pas, mais on est capable d'avoir des échantillons. Donc, l'erreur de généralisation, c'est l'affaire à gauche. C'est, étant donné un ensemble de données D, c'est quoi l'erreur que je m'attends d'avoir en espérance avec mon prédicteur? Puis là, en fait, ça, c'est une approche bayésienne, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'il y a une distribution sur les θ étant donné D. C'est-à-dire que quand je spécifie les données, il y a plusieurs θ qui, grosso modo, marchent à peu près aussi bien avec ces données-là. Il y a plusieurs fonctions qui marchent aussi bien. Ces fonctions vont être différentes les unes des autres et c'est ça qui va causer le terme de variance. On peut décomposer ce truc-là en termes de variance, de bruit puis de biais. Alors, le bruit, c'est la partie qu'on appelle incertitude aléatorique. C'est la partie de l'erreur qu'on n'y peut rien. C'est dans la nature des données. Donc, la meilleure fonction possible, f étoile, dans l'espace de toutes les fonctions, pas dans notre ensemble qu'on apprend, ben, elle va faire quand même un certain niveau d'erreur. Ça, c'est le bruit, c'est la partie, de toute façon, on n'y peut rien. Fait que ça ne nous intéresse pas trop. Ensuite, il y a la partie qu'on appelle biais, c'est-à-dire notre famille de fonctions n'est peut-être pas assez riche. Il y a la meilleure fonction là-dedans, on l'appelle MUF, mettons, ou l'espérance sur les fonctions sur lesquelles on hésite. Ces deux options. Va quand même être différent du F étoile. Donc, ça, c'est qu'on regarde là la distance entre les bonnes réponses et une fonction F qu'on choisit aléatoirement parmi toutes celles qui semblent compatibles avec les données. Elle est éloignée à travers 3 comme vecteurs orthogonaux les uns aux autres. Un qui correspond aux écarts entre la fonction et la bonne réponse, mais qu'on ne sait pas c'est laquelle. Dans notre ensemble, l'écart entre cette fonction optimale dans notre ensemble MUF et la fonction optimale dans l'espace de toutes les fonctions, c'est le biais, puis l'écart entre la fonction optimale parmi toutes les fonctions et les réponses, c'est le bruit. Donc, on peut juste additionner ça. Dans le cas quadratique, il se trouve qu'on peut sommer les 3, mais en général, ce n'est pas si simple. OK, je vois une autre question. Est-ce qu'il y a une erreur de bruit, même sur une donnée ayant servi à l'entraînement du réseau? Non, ben, il y en aura moins. Si on avait 0 erreur d'entraînement, par définition, ça veut dire que f de x, θ égale y sur ces données-là. Mais dans l'intégrale qu'on va faire, l'espérance sur tous les x possibles et tous les y tirés de la jointe xy, ces exemples d'entraînement, ça compte pour peanuts. C'est volume essentiellement 0 par rapport à l'ensemble de tous les xy. Donc, oui, il y a des exemples sur lesquels on aura la bonne réponse parce qu'on a entraîné dessus, mais la grande majorité des exemples qu'on pourrait tirer de la distribution ne seront pas des exemples d'entraînement. En fait, le volume est nul là, des exemples d'entraînement en général, sauf dans un cas discret à très faible dimension. Là, il n'y aura pas beaucoup. Nos exemples d'entraînement, c'était le problème de départ, c'est que en apprentissage automatique, nos exemples d'entraînement représentent un volume très petit par rapport à l'ensemble de tous les cas de figure possibles.
Et comment on fait pour généraliser? C'est ça le problème fondamental de l'apprentissage automatique. Donc, même si on peut avoir 0 erreur ou une faible erreur sur nos exemples d'entraînement, on voit là dans ce graphique que sur nos exemples d'entraînement, en bleu, là, on voit que l'erreur est plus faible que l'erreur de généralisation. En fait, l'écart entre l'erreur d'entraînement et l'erreur de généralisation, on appelle ça le generalization gap. Je ne sais pas trop c'est quoi le terme français, l'écart de généralisation, mettons. Et les théorèmes qui parlent de ces choses-là vont caractériser ça, le gap. Après, on a juste à additionner l'erreur d'entraînement, ça nous donne une estimation ou une borne sur l'erreur de généralisation. Et on voit le gap ici, par rapport à la capacité, il fait juste augmenter. Plus on augmente la capacité, plus l'écart entre erreur d'entraînement et erreur de généralisation augmente. Ça, c'est un résultat théorique et puis ça s'observe expérimentalement. Et par contre, à l'inverse, plus on augmente le nombre d'exemples et plus le gap diminue. Éventuellement, à l'asymptote, il se rejoint. OK, donc je pense que j'ai répondu à la question sur le bruit. Jérémy a une autre question. Mais donc, on est assuré d'avoir une réponse parfaitement exacte sur un ensemble d'entraînement, un exemple d'entraînement. On n'est pas assuré, ça dépend de la capacité qu'on choisit. Okay? Si on se rappelle, là, si on est fin finaux, on va essayer de choisir une capacité pas trop grande qui ne correspond pas nécessairement à 0 erreur d'entraînement. Donc, la capacité optimale, là, dans le milieu, l'erreur d'entraînement n'est pas 0. Bon. Après, il y a des résultats expérimentaux qu'on ne comprend pas complètement avec des réseaux de neurones qui suggèrent qu'on peut avoir une très bonne généralisation avec 0 erreur d'entraînement. Mais c'est 0 erreur de classification. En tout cas, il y a plein de subtilités. Mais grosso modo, le cas simple à étudier, puis le plus commun, c'est qu'on ne veut pas 0 erreur d'entraînement. OK. Donc là, la question, c'est, malgré qu'il ne soit lui-même on est assuré d'avoir une réponse parfaite, exacte sur un ensemble malgré qu'il ne soit lui-même qu'un élément négligeable parmi l'ensemble des exemples. Oui, c'est ça. Et donc, a priori, si on n'avait pas d'autres contraintes qu'on pourrait exploiter, l'apprentissage, ça ne marche pas. Je veux dire, comment on va généraliser un nombre infini de trucs qu'on n'a jamais vus à partir d'un nombre petit, d'un volume presque nul, relativement nul d'exemples. C'est magique, mais en fait, c'est parce qu'on va supposer des choses, comme par exemple que la fonction est lisse ou qu'il y a une forme de compositionnalité sous-jacente, qui est ce qu'on fait dans les réseaux de neurones, l'apprentissage profond. OK. Ensuite, j'aurais cru que la présence d'autres exemples aurait pu éloigner le réseau d'une réponse parfaite pour un exemple donné à profit de meilleurs résultats en général. Oui, si on garde la capacité fixe et qu'on augmente le nombre d'exemples, donc en fait, c'est la figure là, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'erreur d'entraînement moyenne va être pire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on est plus loin d'une réponse parfaite. On augmente le nombre d'exemples d'entraînement, ça va tirer la fonction qu'on apprend plus loin des réponses parfaites, mais vers quelque chose qui généralise mieux. C'est ce que cette figure nous dit. Est-ce que ça répond à ta question, Jérémy? Au fait, je ne sais pas s'ils peuvent prendre la parole, là, mais moi, ça ne me dérange pas s'il y a des gens qui veulent s'exprimer verbalement. Oui, il semble qu'une personne veut poser une question de vive voix. Oui, ben. Allons-y. Oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour la présentation. J'ai remarqué que une approche anthropomorphique, plus anthropomorphique de l'intelligence peut être très utile, en cela qu'il y a des analogies. Je devine que ça doit être peut-être plus parcimonieux, que la nature a été bien faite de sorte à ce que ce soit. Et en ce sens-là, j'ai deux questions, si vous me permettez, si c'est peut-être trop long. Premièrement, quand vous parlez de perception au départ, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la Gestalt, au fait que le tout est plus important que la somme de ses parties. Et ça, c'était quelque chose qui était fascinant en cours de perception parce que ça permettait parfois c'est-à-dire, il y avait un gain d'efficacité par rapport à la précision, à la véracité, mais il y avait un gain d'efficacité. Et dans les algorithmes de machine learning, est-ce qu'il y a une sorte de loi de Gestalt qui se dégage toute seule à travers une certaine parcimonie mathématique, ou est-ce qu'il y a des algorithmes qui tentent de la reproduire
Non, de c'est manière pas, plus c'est pas, explicite. c'est pas recherché de manière explicite, mais avec les réseaux de neurones, on a ça comme gratuitement. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on prend un réseau de neurones comme ceux qui travaillent sur des images, j'en ai pas encore parlé dans le détail, là, on appelle ça des réseaux à convolution. Mais je vais vous montrer un dessin, ça va illustrer un peu où est-ce que je l'avais ça. Ici, bon. Donc, là, ça illustre l'architecture de ce genre de réseau qui travaille sur des images. Donc, ils ont une structure particulière. Ce n'est pas tout connecté à tout, là. C'est inspiré de la structure qu'on trouve dans le cortex visuel. Et ce qu'on voit, c'est là ce qu'on appelle des feature maps. C'est un ensemble de neurones qui détectent à peu près la même chose. Dans le cortex visuel, mais dans l'ordinateur, c'est exactement la même chose. C'est la même fonction, mais appliquée à des positions différentes de l'image. Donc, ça, c'est. Et puis, après ça, donc, chacun des plans, ça correspond à des fonctions différentes. Donc, mettons un détecteur de bord avec un certain angle, ça correspond à une feature map. Puis, à toutes les positions où ça peut arriver, ce truc-là, ça correspond à des neurones spécifiques. Donc, ça, c'est comme un des carrés là, à gauche, ici. Là. Puis, il y a différents carrés, ça correspond à différentes feature maps qui correspondent peut-être à des angles différents ou d'autres fonctions qui sont détectées. Et au niveau d'après, ben, on a d'autres feature maps qui sont extraites avec des combinaisons linéaires et des non-linéarités des feature maps précédentes, etc., etc. Donc, j'arrive à ta question. Si on regarde certaines des features, là, je pense que j'avais aussi une image qui illustrait quelque chose comme ça. Si on regarde certaines des features qui sont extraites, ouais, tiens. Bon. Fait que là, si on regarde les features qui sont extraites à différents niveaux, puis on essaie de comprendre à quoi ça correspond, ben, dans les plus bas niveaux, c'est comme des parties d'objets ou même des barres ou des choses très, très simples. Et ça, pour vraiment donner un sens qui permet au système de prendre des bonnes décisions, il faut regarder au plus haut niveau où là, c'est peut-être des objets complets qui vont être détectables. Par exemple, un visage n'importe où, de n'importe qui. C'est très abstrait, ça, un visage de n'importe où, de n'importe qui, n'importe où dans l'image. Donc, c'est ce que les neurones au niveau plus élevé font. Et le tout est plus que la somme des parties, là, parce que si on regarde juste les parties individuelles, c'est pas évident comment les combiner pour arriver à détecter quelque chose aussi abstrait qu'un visage. Et il y a un travail qui est fait par chaque couche, et des fois plusieurs, pour arriver à ces notions plus gestalt qu'on n'est pas capable de pointer. C'est-à-dire, dans le fond, c'est quoi un visage? Les gens en vision traditionnelle avant l'apprentissage automatique essayaient d'écrire à la main une définition. C'est quoi une chaise? C'est quoi un visage? En décomposant en parties, mais ils n'arrivaient pas parce que c'est difficile de résumer quelque chose d'aussi complexe que ce qu'on perçoit avec un petit nombre de règles ou de principes mathématiques où on désigne à la main chacune des fonctions intermédiaires. Donc, oui, il y a des liens avec la Gestalt, mais je ne dirais pas que c'est. Je pense que ça peut être servi d'inspiration, mais ce n'est pas, baked in là, de manière explicite. Je vous remercie beaucoup. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourraient poser une question, sinon je pourrais poser ma seconde question. N'hésitez pas à lever la main aussi là, dans Zoom, là, ça peut aider à identifier qui veut parler. Là. Bon, vas-y avec ta deuxième question. Ben, toujours dans la continuité de cette analogie-là, c'est que mon intuition, c'est que l'intelligence a été quelque chose qui a été modelé à l'échelle de millions d'années, à l'échelle d'une évolution et à l'intérieur d'un écosystème où il y a une interactivité. Tout à fait. Et j'ai du mal, je suis totalement néophyte dans le domaine et j'ai du mal à voir comment on introduit cette variable temporelle et cette sédimentation des choses. Et une deuxième sous-question par rapport à la généralisation. Attends, j'aime mieux répondre une question à la fois. Parfait. En général, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à décomposer nos algorithmes comme le résultat de milliards d'années d'évolution qui nous ont amenés là avec un milliard d'algorithmes intermédiaires.
parce que ce serait compliqué, là. Mais je pense que c'est une question intéressante et je pense qu'à un moment donné, au fur et à mesure qu'on élucide les principes qui fonctionnent dans les algorithmes d'apprentissage, il va y avoir des biologistes évolutionnaires qui vont se poser des questions. Est-ce que, par exemple, telle espèce qui est plus ancestrale dans l'évolution, quel sous-principe, quel sous-ensemble de principes elle incorpore dans son apprentissage? Donc, peut-être qu'on va découvrir une évolution parce que les principes qu'on trouve dans les algorithmes les plus avancés ne sont pas nécessairement les mêmes que des principes peut-être plus simples. Moi, mon intuition, c'est que si on pouvait élucider l'algorithme d'apprentissage des fourmis, par exemple, on découvrirait quelque chose de relativement simple qui n'a pas certaines par exemple, des capacités compositionnelles de l'intelligence humaine. Donc, il y a des bells and whistles, ce que j'appelle moi des biais inductifs, qui se sont ajoutés, des hypothèses sur le monde qui fonctionnent assez bien, puis que plus on avance dans l'évolution, plus on a incorporé ces hypothèses supplémentaires. À chaque fois qu'on ajoute des hypothèses, si elles fonctionnent avec le monde qui nous entoure, on a des algorithmes qui marchent mieux. Donc, moi, ma théorie, c'est ça, c'est qu'au départ, l'évolution a découvert des hypothèses pas trop compliquées qu'on peut découvrir dans le sens qu'on peut les découvrir assez facilement avec le jeu de l'évolution. Et puis après, il y a une accumulation de ces principes. C'est que plutôt qu'une accumulation de connaissances explicites sur voilà comment le monde fonctionne, c'est une accumulation de principes inductifs qui sont une forme abstraite de contraintes ou d'hypothèses, grosso modo, sur ce qui est vrai dans le monde. Et qui peut-être, la différence avec les fournis, c'est qu'il y a des contingences environnementales qui changent. Et peut-être que le propre de notre adaptabilité, c'est de faire une intelligence qui puisse s'adapter à la plus grande diversité de contingences possibles. C'est exactement ça. Une sorte de plasticité cérébrale. Puis si on regarde, par exemple, la disparition d'espèces, bon, il y a des espèces qui disparaissent de plus en plus, c'est une catastrophe planétaire, mais ça, c'est pas nouveau, la disparition d'espèces, c'est juste que là, il y en a plein à cause de nos interventions malfaisantes. Mais ce qui arrive généralement, c'est parce que l'animal en question a des capacités adaptatives, mais limitées, qui font que si l'environnement change d'une certaine manière, il ne peut pas s'adapter. Et là, il meurt. Je veux dire, il n'arrive plus à fonctionner d'une manière. Il y a quelque chose dans le système qui ne fonctionne plus et éventuellement, il est disparu. Donc, notre force, les êtres humains et les mammifères en général, c'est qu'on a une capacité d'adaptation énorme. Et probablement parce qu'on utilise des principes d'apprentissage qui nous donnent cet avantage. Puis la recherche en apprentissage automatique suit une trajectoire comme ça. C'est dans le sens qu'au fur et à mesure, les premiers algorithmes que les gens ont proposés dans les années 60, 70, 80, ils étaient relativement simples. Et plus on avance, plus c'est comme si on rajoute de la structure, là, des biais inductifs qui exploitent plus de propriétés du monde qui nous entoure. On a une question. Là, il nous reste peut-être 5 minutes avant le premier exposé de Dimitris. Donc, ce que je propose, c'est d'aller peut-être avec la dernière question. Jérémy avait levé sa main. Jérémy, est-ce que tu veux poser la question de vive voix? Oui, merci. C'était un peu plus spécifique. Je me demandais simplement, dans le cadre du traitement des images, est-ce que c'est commun, ça semble essayer de construire une donnée comme étant l'image d'origine, mais aussi des versions transformées par des transformations de traitement d'image traditionnel, comme un filtre Sobel, etc. Est-ce qu'en général, d'avoir justement plusieurs versions de l'image en entrée, ça donne des beaucoup meilleurs résultats, ou est-ce que les réseaux de neurones en général, seuls, ils fonctionnent bien sur l'image d'origine? C'est une des techniques utilisées presque tout le temps en vision, c'est de prendre les données originales et de les répliquer un nombre de fois potentiellement infini avec des transformations connues a priori. Donc, si on fait, par exemple, si on s'intéresse à détecter des objets dans des images, on sait que la position, l'échelle de l'objet, etc., ça ne devrait pas changer son identité. On peut prendre l'image, on peut la cropper
à différentes positions. Puis après ça, comme augmenter la résolution, puis créer une nouvelle image de la même taille qu'avant. Et ça, c'est une transformation. Donc, ça correspond à des translations et des scaling. On peut faire des rotations si on veut, mais bon, dans la vraie vie, on voit horizontal, là. Donc, en fait, on n'est pas invariant par rotation. Un 6 puis un 9, c'est pas pareil. Mais on peut en faire un petit peu, par exemple, parce qu'on peut faire ça. Et puis, il y a d'autres transformations que les gens font, là, mais ça, c'est comme les plus évidentes, les plus faciles. Par exemple, tu as des symétries gauche-droite, mais tu n'as pas de symétrie au bas. Hein? Le ciel et la terre, c'est pas pareil, mais tu peux flipper une image gauche-droite, puis ça devrait rester la même sémantique. Donc, il y a plein de games comme ça que les gens font. Tu peux jouer avec tes couleurs, tu peux faire plein de trucs, tu peux mettre en noir et blanc, tu peux changer de contraste, etc., etc. Fait que tout ça, c'est des transformations de traitement d'image que les gens utilisent pour améliorer la généralisation, où on va comme exploiter une connaissance a priori pour augmenter artificiellement l'ensemble de données. Oui, donc ça ici, vous avez répondu un peu au sujet de créer un plus grand ensemble d'entraînement à partir d'une image dont on connaît le résultat. Et moi, je me demandais est-ce qu'on peut faire, au lieu de donner une image au réseau, on en donne 2, 3 sur certaines transformations connues à l'avance, du pré-traitement d'image. Oui, on peut faire ça aussi. Et il y a même aussi des approches où on va essayer de prendre l'invariant ou l'équivariance. Je vais prendre un exemple simple, l'équivariance par translation. Équivariance, ça veut dire que si je prends mon image et j'applique une transformation, le résultat, mettons, de mon réseau, la représentation que je vais obtenir, c'est je peux appliquer la même transformation et obtenir le même résultat. Donc, par exemple, une translation. Donc, si j'ai un réseau qui est équivariant par translation, ça veut dire que, mettons, à un certain niveau de représentation, ça veut dire que je prends mon image, je la translate, j'obtiens une autre image, j'applique le réseau à l'image transformée, j'obtiens la même chose que si je prends l'output de ma couche de représentation et j'applique la translation, ou une autre transformation, ça dépend ce qu'on fait, là, mais, et j'obtiens la même représentation. Fait qu'il y a comme deux chemins possibles pour arriver à la même place. OK, ça, c'est l'équivariance. Puis, bon, tu peux avoir aussi de l'invariance. Alors, c'est invariance, ça veut dire que tu auras la même réponse si tu translates ou enfin, que tu fais n'importe quelle transformation. Si je fais de la classification, je veux être invariant par translation, mettons. Alors, il y a des tentatives qui ont été faites, pas nécessairement avec un énorme succès, mais jusqu'à un certain point, pour forcer ces propriétés-là dans la structure du réseau de neurones ou d'autres algorithmes d'apprentissage. Donc, tu as des algorithmes qui ont été designés pour être invariants par translation, par exemple. Mais c'est difficile d'avoir toutes les opérations qu'on veut. Par exemple, tu vas avoir invariant par translation, par rotation, par scaling. Déjà, ça, c'est comme tough. Il y a plein de matheux qui ont essayé de faire des trucs comme ça, puis ça marche jusqu'à un certain point, mais finalement, on est tellement capable d'ajouter dans notre liste de transformation des choses qu'on connaît que c'est plus simple de juste générer un paquet d'exemples avec des transformations aléatoires prises dans cet ensemble-là. Et tu peux aussi utiliser, mettons, le truc d'équivariance que je viens de dire, mais tu peux dire, je vais prendre, mettons, deux images, je sais qu'une est une translation de l'autre. Fait que là, je veux forcer le réseau à avoir cette propriété d'équivariance. Donc là, je n'entraîne pas avec des exemples individuels, mais des paires d'exemples pour lesquels on sait quelque chose sur ces transformations. Donc ça aussi, ça a été fait. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits juste dans le domaine de la vision, là, mais dans tous les domaines. Mais la vision, c'est le domaine de l'IA et de l'apprentissage profond où il y a le plus d'applications aujourd'hui et où le succès est le plus évident. Merci beaucoup.